Nous sommes en Grèce en 490 avant Jésus-Christ. Une révolution a commencé ici qui va transformer le monde. Dans une période de chaos et d'anarchie, la population d'un minuscule État appelé Athènes a pris le contrôle de sa ville et instauré la démocratie pour la première fois dans l'histoire. Mais ce petit État va devoir relever un plus grand défi. Athènes va s'opposer à la plus grande puissance de l'époque, l'empire des tyrans de Perse. Dans un duel sur terre et sur mer qui va durer plus de 10 ans, la démocratie athénienne va être soumise à l'épreuve de la guerre. Voici le récit d'une période exceptionnelle de l'histoire et de deux hommes qui vont bouleverser le cours de la civilisation. Thémistocle, un génie militaire de l'Antiquité, et Périclès, un visionnaire dont l'héritage continue d'influencer le monde actuel. Voici le récit de l'histoire des Grecs. « 490 avant Jésus-Christ. Un homme traverse à la hâte des montagnes de Grèce. Il s'appelle Philippides. C'est un citoyen d'une minuscule démocratie appelée Athènes. Ce jour-là, Philippides va accomplir l'un des plus grands exploits sportifs de l'histoire, celui qui va inspirer le marathon d'aujourd'hui. Ce n'est toutefois pas pour la gloire que court Philippides, mais pour sa survie. Le puissant empire perse est sur le point de s'emparer de sa patrie. Au début du 5e siècle avant notre ère, la Perse est la plus grande puissance de l'échiquier mondial. Son immense empire s'étend de l'Inde à l'est jusqu'à la Turquie à l'ouest. Mais sur sa frontière occidentale, la minuscule démocratie athénienne gagne du pouvoir. C'est une menace que les Perses doivent étouffer dans l'œuf. Ce peuple vit dans une culture de la tyrannie. À la tête de l'empire se trouve Darios, que les Grecs appellent simplement le grand roi. Devant lui, les sujets, implorant une faveur, doivent se couvrir la bouche pour ne pas souiller l'air qu'ils respirent. Pour Philippides et tous les habitants de la démocratie athénienne, le triomphe de Darios et des Perses serait l'anéantissement de leur mode de vie. Il y a une différence de culture monumentale entre les Grecs et les Perses. Les Grecs sont un peuple pour qui la liberté est une valeur suprême. Les Perses, eux, mettent davantage l'accent sur l'obéissance. C'est un combat entre la liberté et l'esclavage. L'armée perse débarque dans la baie de Marathon, à 40 km d'Athènes. La nouvelle de cette invasion se répand dans les rues comme une traînée de poudre. La cité n'a pas d'armée permanente. Tous les citoyens mâles sont chargés de la défense de leur État. Les plus pauvres se battent avec les armes qu'ils peuvent trouver, lances, bâtons ou arcs. Mais l'élite des forces athéniennes, ce sont les hoplites, des hommes qui ont les moyens de s'armer d'une lourde armure de bronze, d'un bouclier, d'une lance et d'une épée.
l'armée que les Athéniens peuvent dresser est peu nombreuse, mais déterminée. C'est probablement la première fois dans l'histoire de l'État athénien que la population tout entière est rassemblée. Former une armée de 10 000 hoplites sur une population de 20 à 30 000 personnes seulement, c'est le signe d'un engagement incroyable. Mais face aux Perses sur le champ de bataille, les Athéniens n'ont qu'un mince espoir de victoire. Ils sont 2 fois moins nombreux qu'eux. C'est pour cela qu'on a confié une mission capitale à Phidippides. Il doit courir demander l'aide d'un rival d'Athènes, l'État grec de Sparte. Tout en courant, Phidippides pense certainement au drame que ses compatriotes sont en train de vivre. Il fallait éviter les lances des autres guerriers, à la fois devant et derrière soi. Il ne devait rien voir ni rien entendre. C'était la mêlée générale. Ils ne voyaient pas l'épée qui plongeait sur eux pour leur arracher les testicules, pas plus que la lance qui allait les décapiter. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils étaient embarqués dans le flot des événements. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il fallait avancer et frapper sans s'arrêter et rester debout en espérant que les autres en fassent autant. La course de Phidippides va entrer dans la légende. Poussé par la volonté de sauver ses compatriotes du massacre, il court 225 km en seulement 2 jours. Mais sa mission se solde par un échec. L'aide est refusée. Il repart avec pour toute certitude que les Athéniens doivent se battre seuls. Phidippides ne peut imaginer que les Grecs vont en fait remporter une victoire éclatante. Les Athéniens se sont jetés tête baissée sur leur ennemi et ont mis les troupes perses en déroute. Ils ont massacré plus de 6000 Perses en une seule journée. La première démocratie du monde a remporté sa première grande épreuve. Chaque Athénien savait qu'il avait voté pour accepter de combattre, tout comme la majorité de ses compatriotes, ce qui n'était pas le cas des Perses. La démocratie stimule l'ardeur patriotique et réunit souvent de vastes armées pour la défendre. Les Athéniens regagnent leur cité pour célébrer leur victoire. Mais pour l'un d'entre eux, la guerre contre la Perse ne fait que commencer. C'est un général du nom de Thémistocle. Thémistocle a combattu sur le champ de bataille de Marathon. Il est l'archétype d'une nouvelle génération de chefs athéniens,
un homme qui s'est hissé au pouvoir par les moyens de la démocratie. Thémistocle est un personnage fascinant et l'exemple parfait des effets de la démocratie à Athènes. Il n'est pas issu du cercle de l'aristocratie terrienne qui gouvernait traditionnellement Athènes. Certains récits disent qu'il gardait un certain complexe de ne pas avoir reçu une éducation aristocratique traditionnelle en matière de musique et de poésie, par exemple. Mais en fait, cela l'a probablement stimulé à prouver qu'il était aussi capable que ceux qui avaient fréquenté les bonnes écoles. L'opinion de Thémistocle sur ses origines modestes était sans détour. Je ne sais peut-être pas jouer de la lyre ni de la flûte, mais je sais rendre une cité puissante. C'est ici que Thémistocle a appris comment gouverner dans l'Assemblée démocratique d'Athènes. Tout citoyen pouvait s'adresser ici à ses compatriotes pour essayer de les convaincre de le choisir comme chef. Et c'est sur cette estrade que Thémistocle va prouver qu'il est l'un des plus grands meneurs de l'histoire. Le sauveur de sa cité. Car Thémistocle est le seul à voir que les Perses demeurent un danger en puissance et que la prochaine fois, la victoire ne sera peut-être pas aussi facile. Thémistocle a compris que si les Perses revenaient, ils ne se laisseraient pas écraser une deuxième fois sur terre. Les Athéniens ne pouvaient absolument pas se reposer sur les techniques traditionnelles de combat des hoplites. Thémistocle élabore une toute nouvelle stratégie en employant l'arme de pointe de l'époque, la trirème. Ce navire de guerre a été inventé dans l'État de Corinthe, la patrie des plus grands constructeurs de bateaux de l'Antiquité. Avec 170 rameurs répartis sur 3 rangées superposées, c'est une embarcation dont la légèreté et la puissance lui donnent une vitesse et une manœuvrabilité stupéfiantes. Rien ne l'égale sur mer. Comparé aux armes modernes, la trirème est un véritable missile. Son objectif est d'éperonner les vaisseaux ennemis. C'est un navire de guerre étroit, très léger, aérodynamique et très rapide. Mais ces trirèmes sont aussi excessivement coûteuses. Et le rêve de Thémistocle de doter Athènes d'une puissante marine ne se serait peut-être pas réalisé sans un coup de chance. En 483 avant notre ère, les Athéniens découvrent un important gisement d'argent sur leur territoire. Il représente une somme de 100 talents, une véritable fortune dans l'Antiquité. Les Athéniens veulent diviser ces nouvelles richesses entre eux. Mais Thémistocle s'interpose devant l'Assemblée. Il veut employer cet argent pour construire des bateaux. Il sait toutefois qu'il va avoir du mal à faire accepter cette proposition. Il choisit donc de bluffer. L'argument qu'il avance n'est pas que l'argent va servir à construire une flotte contre la Perse, mais contre la rivale grecque d'Athènes, l'État-cité d'Égine. Thémistocle emploie cette ruse, car il sait que l'évocation de la menace perse ferait trop forte impression.
C'est une affaire délicate qui prouve tout son talent politique. Thémistocle parvient à convaincre les Athéniens de se doter de la plus grande force navale de la Grèce. Juste à temps. Le grand roi perse, Darios Ier, meurt en 486 avant Jésus-Christ. Son fils, Xerxès, prend sa succession sur le trône. Sa première décision est de vouloir venger son père de la défaite contre les Athéniens. Au nom de mon père et de tous mes sujets, je ne saurais trouver le repos avant d'avoir pris Athènes et de l'avoir réduite en cendres. En tant que puissance impériale, la Perse ne peut accepter qu'un petit État comme Athènes l'écrase en toute impunité. Xerxès rassemble ses troupes. Il enrôle des hommes aux quatre coins de l'Empire, arabes, égyptiens, phéniciens et perses. La rumeur atteint Athènes. On dit que l'armée de Xerxès compterait près de 2 millions d'hommes. Ce serait l'armée la plus puissante du monde et elle serait bientôt prête à se mettre en marche. Et finalement, au printemps de l'an 480 avant notre ère, les Athéniens apprennent que l'armée perse est en route vers la Grèce. Des récits racontent que les troupes de Xerxès assèchent les rivières quand elles se désaltèrent et dévastent les cultures sur leur passage en marchant vers la Grèce. Xerxès est sûr de sa victoire. Nous allons étendre l'empire de Perse à un tel point que ses frontières atteindront le royaume de Dieu et que le soleil ne brillera pas sur une terre qui ne soit à nous. Quand les Athéniens se rendent compte que les Perses vont les envahir de nouveau, la terreur s'empare du pays. Sachant qu'ils sont la première cible de Xerxès, ils se croient perdus. Dans cette atmosphère de panique, ils se tournent désespérément vers leur Dieu. Ils envoient un messager auprès de l'oracle pour connaître leur sort. Aujourd'hui encore, dans les montagnes, on peut toujours voir le site antique de Delphes, le plus célèbre des oracles grecs. Érigé au-dessus d'un vaste gouffre d'où jaillit une source sacrée, c'est le lieu où les Grecs de l'Antiquité viennent pour connaître leur avenir. Ils interrogent la Pythie, la mystérieuse prêtresse qui parle avec la voix du dieu Apollon. Les gens venaient de la Grèce entière et même au-delà pour consulter l'oracle de Delphes. Ce lieu était considéré comme le centre du monde. L'omphalos, la pierre qui marquait le nombril du monde, se trouvait à Delphes. Les questions portaient notamment sur la vie privée, et éternel sujet de préoccupation jusqu'à aujourd'hui. Des archéologues ont découvert des tablettes portant des exemples de questions posées à l'oracle. Aristos a-t-il volé la laine du matelas? Amion voudrait savoir comment faire pour avoir des enfants utiles. Mais il y a 2500 ans, en marchant sur ce chemin, le messager athénien a une question capitale à poser.
que faire pour sauver Athènes? La réponse de l'oracle ne peut pas être plus pessimiste. Malheureux, pourquoi vous tenez-vous assis? Fuyez jusqu'aux extrémités de la terre. Tout sera renversé, tout sera la proie des flammes et du redoutable dieu de la guerre. Quand le message arrive à Athènes, l'Assemblée démocratique se dissout dans la plus grande agitation. Même les dieux semblent avoir abandonné les Athéniens. Mais Thémistocle refuse de céder à la panique. Depuis la bataille de Marathon, il a consacré tout son temps à préparer ce moment. Il renvoie les messagers à Delphes pour une deuxième prophétie. Bien que tout vous sera pris, Zeus, le Tout-Puissant, accorde que la muraille de bois soit seule à résister. La polémique fait rage sur ce que peut être cette muraille de bois. Certains y voient la forteresse située au cœur d'Athènes, l'Acropole. Mais Thémistocle a une autre idée. Après avoir lu l'oracle, il en défend une toute autre interprétation. Pour lui, ce rempart de bois désigne les navires qui sont la clé de leur victoire. Le plan de Thémistocle est ambitieux. Il veut éviter l'affrontement sur terre et combattre les Perses sur mer. Il ordonne l'évacuation d'Athènes, un événement sans précédent dans l'histoire de la cité. Gravé dans une plaque de pierre, cet ordre d'évacuation, découvert dans les fouilles d'un café, existe toujours aujourd'hui. Les Athéniens doivent envoyer leurs enfants et leurs épouses dans le village de Trézène. Tous les hommes doivent eux embarquer à bord de l'un des 200 navires préparés pour combattre les barbares. Thémistocle donne l'ordre que sa flotte de trirèmes se rassemble à Salamine, une petite île au large des côtes d'Athènes. La stratégie de Thémistocle est remarquable, non seulement parce qu'elle est révolutionnaire et audacieuse, mais aussi parce qu'elle exige un immense sacrifice de la part des Athéniens. Il demande à tous les citoyens d'abandonner leurs maisons et leurs biens pour partir en exil. Athènes étant désertée, Xerxès et sa puissante armée s'emparent de la cité. Les Perses entrent dans la ville et montent jusqu'à l'Acropole, le symbole d'Athènes. Ils l'incendient. Ils réduisent tous les temples en cendres. La fumée se voit de Salamine. C'est un spectacle épouvantable et humiliant pour les Athéniens. Ils voient leur pays occupé par un envahisseur étranger sans aucune pitié. Ils se sont certainement demandé s'ils pourraient revenir chez eux un jour. À la tombée de la nuit, Thémistocle rencontre les chefs des autres États-cités grecques sur l'île de Salamine. Eux aussi ont réuni leur flotte ici, même si elles sont beaucoup plus modestes. Les éclaireurs rapportent que les Perses se sont non seulement emparés d'Athènes, mais qu'ils ont aussi rassemblé une flotte 4 fois plus importante que celle des Grecs. Mais Thémistocle a préparé son plan. Thémistocle campe sur ses positions. Il veut vaincre les Perses sur mer. Il a prévu de livrer bataille dans l'étroit bras de mer qui sépare l'île de Salamine de la Grèce continentale.
Toute la difficulté est d'amener l'ennemi ici, car les Perses sont loin d'être stupides. Thémistocle fait porter à Xerxès un message qui a les apparences de la trahison. Les Grecs ont peur. Ils préparent leur fuite. Ils se disputent les uns les autres et n'offriront aucune résistance. C'est une occasion de succès sans précédent qui s'offre à vous. Xerxès désire tant remporter une victoire écrasante qu'il se laisse berner par le stratagème. Xerxès rassemble ses généraux. Ils embarquent et passent la nuit à ramer. Ils envoient des troupes à l'est, le long du chenal, pour essayer de bloquer le passage. C'est à l'aube seulement que les Perses découvrent le véritable plan de Thémistocle. Les Grecs ne sont pas du tout en déroute. Ils leur font face, en ordre de bataille, dans l'étroit bras de mer. La flotte perse a été attirée si loin dans le chenal qu'elle n'a plus assez d'espace pour manœuvrer. Les puissantes trirèmes grecques l'écrasent sans merci. L'auteur grec Échille a combattu dans la bataille et survécu pour la raconter. Partout, on entendait ce chant immense. Ô enfants des Hellènes, allez, délivrez la patrie, vos enfants, vos femmes. Maintenant, c'est le suprême combat. L'armée grecque réduit en miettes la flotte perse prise au piège. Xerxès assiste en personne au massacre de son trône d'or installé sur le rivage. À la fin de la bataille, les Perses ont perdu 200 navires. Les Grecs remportent une victoire éclatante et décisive. La victoire de Salamine est d'une importance considérable pour la Grèce et les Athéniens. La marine perse est écrasée. Cela signifie que les Perses ne peuvent plus assurer la survie de leur armée, ni la sécurité de leur roi qui doit retourner immédiatement en Asie mineure, tant que les conditions le permettent. En d'autres termes, la partie est finie et les Grecs ont gagné. Pour Thémistocle, c'est un triomphe sur toute la ligne. Il a persuadé les Athéniens de construire une flotte de trirèmes. Il les a convaincus de sacrifier leur cité, de livrer bataille sur la mer. Son jugement s'est avéré juste. Il a vaincu le plus grand empire de l'époque. Et grâce à lui, Athènes est désormais en position de se construire un empire à son tour. Après des années de guerre, une nouvelle ère commence pour la cité grecque. Grandie par cette victoire et dotée de la plus puissante flotte de tout l'est de la Méditerranée, la petite démocratie commence à s'étendre.
La victoire des Athéniens sur la flotte perse est si déterminante qu'ils détiennent maintenant la supériorité maritime en Méditerranée orientale. L'événement engendre sa propre dynamique. Très rapidement, Athènes prend la tête de la Confédération maritime et s'apprête à devenir une superpuissance. Les Athéniens fondent la Ligue de Délos, une alliance entre États grecs pour tenir la Perse en échec. C'est ici qu'ils conservent leurs trésors, dans l'île de Délos, dont les ruines subsistent aujourd'hui encore. En 450 avant Jésus-Christ, la Ligue compte plus de 200 États membres, dont Athènes est le chef de file incontesté. La Confédération de Délos constitue l'Empire d'Athènes sans avoir le nom. La suprématie maritime d'Athènes lui donne aussi un grand pouvoir économique. Elle devient le centre d'un vaste réseau d'échanges commerciaux. Des marchandises de tout le bassin méditerranéen débarquent dans ses ports. À son apogée, Athènes était comme New York aujourd'hui, la grosse pomme, ou plutôt la grosse olive de la Méditerranée orientale. De partout, des marchands ne cessaient d'aller et venir. Les quais fourmillaient d'activités avec des gens qui parlaient dans toutes sortes de langues. Un auteur de l'époque dresse un tableau de la diversité des marchandises que l'on trouve sur le marché athénien. De Cyrène, il arrivait des peaux de bœuf, de l'Hellespont des maquereaux et toutes sortes de poissons salés. La Libye fournit de l'ivoire en abondance, Pagazé des esclaves tatoués, Carthage des tapis et des coussins de toutes les couleurs. La prospérité de l'Empire athénien est sans précédent en raison de son rôle de carrefour commercial. Les Athéniens bénéficient d'une qualité de vie que les Grecs n'ont certainement jamais connue auparavant. L'ascension économique et politique d'Athènes se fait à la vitesse de l'éclair. Après la bataille de Salamine, la cité devient la puissance dominante de la Méditerranée orientale en moins d'une génération. Elle continue de reposer sur le même mode unique de gouvernement, la démocratie, avec un système de vote qui fonctionne avec des galets, des feuilles d'olivier ou à main levée, et qui décide de tous les aspects de la vie de la cité. La démocratie donne à Athènes l'avantage considérable de profiter de talents, de pouvoirs et d'occasions que les autres États ne peuvent égaler. Les Athéniens protègent jalousement leur démocratie de toute menace, extérieure ou intérieure. Une fois par an, tous les citoyens sont amenés à inscrire le nom d'une personne sur un tesson de poterie appelé ostracone et à placer ensuite ce bulletin dans une urne à l'Assemblée. La personne la plus souvent citée est ensuite frappée d'ostracisme, bannie de la ville. C'est la méthode employée par les Athéniens pour protéger leur gouvernement. Ils expulsent tout individu qui risque de devenir trop puissant. Et cette décision peut concerner n'importe quel citoyen, même les plus grands héros militaires. Thémistocle est maintenant l'objet de vives attaques.
La menace est passée. Plus rien ne justifie la présence au pouvoir de Thémistocle, mais c'est une chose qu'il ne peut admettre. Il réagit avec une brutalité probablement inhabituelle, en rappelant aux électeurs athéniens ce qu'ils lui doivent. Mais les électeurs n'aiment jamais que les hommes politiques leur rappellent ce qu'ils leur doivent. Ils veulent uniquement savoir ce que les politiques peuvent faire pour eux. Les Athéniens attaquent le politicien vieillissant, habile calculateur, sans pitié, mais foncièrement démocrate. Ils frappent d'ostracisme l'homme qui les a conduits à leur plus grande victoire. Je crois que Thémistocle a été frappé d'ostracisme uniquement parce qu'on trouvait qu'il avait la grosse tête. Des ostracas portant encore le nom de Thémistocle ont été retrouvés au fond d'un vieux puits. Les archéologues pensent qu'ils avaient été préparés par les ennemis de Thémistocle pour être distribués aux électeurs athéniens ne sachant pas écrire. Thémistocle ne se remit jamais de cette humiliation. Il va passer le reste de sa vie à errer d'un État à l'autre pour finir par mourir en exil en Perse, le pays dont la défaite a été son plus grand triomphe. Les Athéniens cherchent maintenant un chef capable d'incarner leur nouveau goût pour la gloire impériale. Ils trouvent un homme qui semble le reflet parfait de ce nouvel idéal. Un homme qui va changer à jamais le visage d'Athènes, Périclès. Il n'y a probablement pas de plus grand personnage que Périclès dans toute l'histoire de la Grèce classique. Il a dirigé Athènes quand elle était au sommet de sa puissance et de son rayonnement artistique. On lui attribue à juste titre d'avoir porté la démocratie athénienne à son apogée, son âge d'or. Pourtant, au premier abord, Périclès n'a rien d'un démocrate, contrairement à Thémistocle, car il est issu de l'une des plus grandes familles d'Athènes. On ne pouvait pas avoir le sang plus bleu que Périclès. Son père était un illustre général et sa mère était d'une famille de grands hommes politiques athéniens. Périclès bénéficie par sa naissance d'une grandeur et d'avantages qui manquaient à Thémistocle. Et c'est peut-être en raison de ses origines aristocratiques que Périclès saisit si bien ce que veut la population d'Athènes, une cité digne de gouverner un empire. Il semble évident que Périclès avait en tête de créer une ville dont la splendeur ferait l'admiration de ses habitants et de tous les autres peuples du monde grec pour de nombreux siècles. Périclès fait part de ses projets grandioses à l'Assemblée. Nous mènerons toutes sortes d'entreprises propres à inspirer tous les arts et à employer toutes les mains. Nous devons nous consacrer à acquérir des choses qui seront une source de gloire éternelle. Périclès porte son attention sur l'Acropole, la colline située au cœur d'Athènes, qui abrite la sainte patronne de la cité, Athéna. Il y a 20 ans, les Perses ont détruit les temples qui se trouvaient ici. Depuis, les Athéniens ont laissé les ruines en l'état pour rappeler la mémoire des victimes de la guerre.
Mais Périclès a d'autres idées en vue. Il propose un gigantesque projet de reconstruction. Sa pièce maîtresse, un nouveau Parthénon, un temple en l'honneur d'Athéna, qui sera l'un des plus incroyables édifices de toute l'Antiquité. Ce nouveau chantier de construction est d'une ampleur et d'un coût sans précédent. Le Parthénon, en particulier, coûte une fortune. Il comporte toutes sortes de raffinements architecturaux. Périclès prévoit de dépenser plus de 5000 talents rien que pour la première année de travaux. Le budget total représente l'équivalent actuel de plus d'1 milliard d'euros. Son projet nécessite 20 000 tonnes de marbre. Les carrières athéniennes du mont Pentélique, à proximité de la ville, résonnent du bruit des centaines d'ouvriers qui mesurent et taillent d'énormes blocs de marbre dans la montagne. Jamais on n'aura vu une décoration comme celle de ce temple. On fait venir des sculpteurs et des artisans des 4 coins du monde grec. Périclès suit leurs travaux de près, car il considère la construction du Parthénon comme son projet personnel. Il a sélectionné lui-même les architectes et tous les hommes qui ont conçu les plans. Périclès a participé personnellement à la conception du projet. Certains trouvent qu'il affuble la ville d'ornements comme une prostituée. Mais une fois l'édifice achevé, au bout de 15 ans de travaux seulement, les critiques restent muettes. Le Parthénon était et demeure toujours le plus prestigieux symbole de l'Empire d'Athènes. C'est ici que se trouve le centre spirituel de la cité, l'emblème de sa richesse, de sa puissance et de son génie artistique. En entrant pour la première fois, on devait être frappé de stupéfaction. On se trouvait face à une immense statue d'Athéna, mesurant 12 mètres de haut et faite d'ivoire et d'or incrusté de pierres précieuses. Une statue de cette taille et de cet aspect devait produire un effet on ne peut plus saisissant. Périclès a fait de ce temple une splendeur sans pareille. Bien que l'immense statue d'Athéna ait été détruite, d'autres trésors du Parthénon nous sont parvenus après avoir traversé plus de 2000 ans. Le plus célèbre est la frise du Parthénon. Un bandeau de 150 mètres de long de marbre sculpté qui courait le long des murs intérieurs du temple. Bien qu'à son épaisseur maximum, le relief de la frise du Parthénon ne mesure pas plus de 6 cm, les sculpteurs y ont taillé, rangée par rangée, une grande procession d'Athéniens, pleine de noblesse et d'élégance. Périclès offre à ses concitoyens une vision d'eux-mêmes et de leur démocratie au sommet de sa gloire. La démocratie elle-même est glorifiée dans ce monument.
C'est une œuvre on ne peut plus démocratique qui rassemble tous ceux qui ont participé à l'écrasement des Perses, la première grande menace contre la démocratie athénienne. Ces hommes sont des exemples à suivre. Les monuments que Périclès a fait bâtir pour ses concitoyens se dressent toujours au sommet de l'acropole. Il reste l'héritage le plus saisissant de l'Athènes de la période classique, de l'un des plus grands empires de l'Antiquité. 20 000 tonnes de marbre aux proportions parfaites et taillées au millimètre près. La structure entière du Parthénon est conçue de telle sorte à compenser l'effet optique de déformation. Il n'existe en fait pas un seul angle droit dans tout le temple. Les colonnes sont évasées et le sol est incliné pour donner l'apparence de la perfection. C'est un témoignage époustouflant des réalisations de la démocratie athénienne. Mais Périclès ne s'intéresse pas uniquement à construire des édifices grandioses. Sous sa direction, Athènes devient également le centre intellectuel du monde antique. Dans la vie de l'élite athénienne, le symposium est le lieu traditionnel des échanges, le banquet où les invités se retrouvent pour manger, boire et parler. À cette époque, Périclès accueille à sa table une brillante génération de personnes, des personnages dont les œuvres vont façonner la civilisation occidentale. Ce qui est remarquable chez Périclès, c'est qu'il s'entoure des grands noms de son époque dans tous les domaines. Périclès fréquente les premiers scientifiques de l'histoire, des savants comme Anaxagore, le premier à avoir compris que la Lune était éclairée par le reflet du Soleil. Il connaît également Hérodote, le premier historien du monde qui a écrit l'un des plus anciens récits sur la vie des Grecs. Et aussi des poètes et des auteurs comme Échille et Euripide, dont les œuvres restent des monuments de la littérature mondiale. Périclès est très conscient du prestige de sa cité. Notre cité tout entière est un lieu d'enseignement où nos citoyens trouvent des hommes qui excellent dans tous les arts et brillent par leur trésor de ressources. Même Aspasie, la compagne de Périclès, est une femme exceptionnelle. Après avoir répudié son épouse, Périclès s'installe avec une étrangère, une femme qui a une activité très inattendue. Aspasie est ce que les Grecs appellent une hétaïra, une hétaïre, une courtisane. Concrètement, elle était effectivement une prostituée, mais elle était bien plus que cela. C'était une femme d'une grande beauté, raffinée et très intelligente. C'était une personne exceptionnelle, un esprit très brillant. Leur relation fait scandale dans Athènes. Pas seulement en raison de la profession d'Aspasie, mais aussi parce que Périclès la traite en égale, un comportement tout à fait inhabituel dans l'Athènes du 5e siècle avant notre ère. L'une des raisons de la polémique est que Périclès l'associait aux conversations qu'il avait avec les grands personnages avec lesquels il s'entretenait. On raconte qu'en réalité, c'est Aspasie qui écrivait les discours de Périclès. Périclès et son entourage vont devenir l'un des cercles les plus célèbres et les plus influents de l'histoire de l'Occident. Mais dans l'Athènes de cette époque, les sommets de l'art et de la culture ne sont pas l'apanage de l'élite. Ici, à l'ombre de l'acropole, se trouve le premier théâtre du monde. 2 fois par an, toute la population d'Athènes s'y rassemblait pour assister à un grand festival,
un festival d'art dramatique. La télévision, le cinéma et le théâtre doivent tous leur existence à ce lieu. C'est ici qu'est né le spectacle de divertissement populaire. Il y a une énorme différence entre le théâtre antique et le nôtre. Il était extrêmement bruyant. Nous avons des textes qui racontent comment le public, quand il n'aimait pas une pièce, huait et sifflait les comédiens jusqu'à ce qu'ils quittent la scène. Mais d'autres récits montrent aussi que lorsque les spectateurs étaient emportés par l'émotion de l'histoire, ils éclataient tous en sanglots. Les pièces à succès de la scène grecque sont des tragédies, des histoires aussi impressionnantes que les films d'horreur actuels. Elles racontent la vie de grands personnages qui tombent dans la déchéance en perdant tout ce qu'ils possèdent. Les tragédies grecques montrent des êtres humains qui, même s'ils sont talentueux, brillants et intelligents, sont incapables de changer le cours du destin qui leur a été attribué. Ces tragédies continuent de fasciner le public, aujourd'hui encore. Cette peinture du 19e siècle illustre l'histoire du roi légendaire Agamemnon, qui est assassiné par sa femme en personne. Une autre tragédie raconte le destin du roi Édipe, qui se crève les yeux en découvrant qu'il a épousé sa propre mère. Les Athéniens, originaires de la plus grande cité du monde antique, semblent se délecter à voir combien la grandeur peut en fait être fragile. Je ne crois pas qu'on puisse utiliser les tragédies pour savoir avec exactitude ce qui s'est passé dans la réalité. Ce ne sont pas des documents de la vie sociale athénienne. En revanche, elles nous emmènent droit au cœur de la psychologie des Athéniens de l'époque. Les rêves, les fantasmes, les peurs et les scénarios qu'ils ont mis en scène au théâtre ont autant à nous apprendre sur eux que n'importe quel témoignage de la vie quotidienne. Les Grecs bâtissent des théâtres dans toutes leurs grandes villes. Sparte, Corinthe, sur l'île de Délos, ou comme ici à Delphes. Athènes est le foyer d'une révolution culturelle qui va se propager à travers le bassin méditerranéen et faire écho dans le monde entier. L'Athènes de Périclès fait partie de ce groupe restreint de villes où se sont passées de grandes choses. La culture, au sens large, atteint ici un sommet. Mais après 20 années de construction de la capitale culturelle du monde occidental, le théâtre et les tragédies de Périclès et des Athéniens prennent un tour amer. On peut voir Périclès, et c'est mon cas, comme un homme au destin tragique. Il fait partie de ces hommes dont les plus grandes qualités, celles qui ont fait sa gloire et son succès, ont aussi causé sa perte. Et en définitive, on peut dire qu'elles ont mené à sa perte l'Athènes qu'il admirait plus que tout. Dans les années qui viennent, Périclès va entraîner sa cité dans la plus grande guerre de l'histoire de la Grèce classique. Il va la voir dévastée par des sièges et des épidémies. Et lui-même va connaître une fin digne d'un héros de tragédie.